Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr Jean Péloquin, un ami et collègue chirurgien à Québec. Jean a débuté sa pratique en 1978. Au cours de notre conversation, il nous partage son parcours fascinant et ses souvenirs de formation, ses premiers pas dans la profession et les grandes évolutions qu'il a vécues en chirurgie. Jean nous raconte l'évolution des techniques chirurgicales, les avancées technologiques, ainsi que les changements significatifs dans l'organisation des services de chirurgie à Québec. Son témoignage nous plonge dans l'histoire de la médecine à une époque où tout était en constante mutation. C'est une occasion rare d'entendre un praticien qui a vu la chirurgie se transformer, tant au niveau des méthodes qu'au niveau des mentalités. Un épisode riche en anecdotes et en réflexions sur l'évolution de la médecine au fil des décennies. Bonne écoute. Salut Jean. Salut. Ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Donc, tout un honneur de te recevoir. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Depuis... quelle date dirais-tu? Moi, je veux dire 92 que je connais ton existence, mais on s'est peut-être connus plus en 95, 96 quand j'étais résident, donc... Sûrement dans ces années-là, effectivement. Ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment. Et j'aimerais ça, tu es un chirurgien très connu à Québec, presque une légende, disons. Là, donc, puis on a déjà eu l'occasion à quelques reprises de parler de ta formation, mais jamais vraiment, je te dirais, de vraiment prendre un recul puis regarder qu'est-ce que c'était être formé comme chirurgien à Québec. Tu me parlais un peu de ça, donc en guise de hors-d'œuvre. En premier, on pourrait se replacer dans un passé lointain. Pourtant, la façon la plus éclatante de dire ça, c'est que j'ai, à l'été 22-23, ça faisait 50 ans que j'avais été externe au CHUL. Quand même. Et moi, j'ai été admis à la faculté de médecine dans la promotion de 69. OK. The Summer of 69, une belle chanson là-dessus. OK. Alors, avant ça, j'avais été dans les promotions des cégeps. L'année qui me précédait, on était 2 cohortes. OK. Et il y avait la cohorte formation classique de médecine et la cohorte nouvelle formation. Nous, on était la première vraie cohorte nouvelle formation. Puis il y avait un genre de préjugés contre nous. Clairement, on était jugés comme étant, mettons, délaissés pour compte. OK. OK. J'allais dire nerd, là, mais c'est peut-être pas approprié. Non, mais c'est correct. On est entre amis. Voilà. Alors, mais avant ça, on avait eu, je m'en vais dans l'autre sens,
J'avais été dans les premières promotions du cégep en 67. OK. Moi, j'avais fait un cours classique, éléments latins, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, versification. J'avais terminé ça à l'école Albert Ouellet de Charlesbourg. Mhm. Puis après, ils ne faisaient pas la belle lettre dans le public à Charlesbourg. Puis là, mes parents ont fait un effort de prendre un risque de payer pour que j'aille faire une année à l'école privée OK. à Saint-Jean-Eudes, OK. à l'externat classique Saint-Jean-Eudes, où j'ai OK. fait ma belle lettre. OK. Et puis après, à l'été, on a eu un bouleversement là, pour nous dire vous finirez pas votre cours classique, vous allez faire du cégep. Ça, on est en quelle année? Juste 67. OK, fait que c'est la Révolution tranquille. L'été de l'Expo 67. OK. Et puis, moi, c'était l'année précédente que j'avais eu ma première moto. OK. Puis pour vous donner une idée du topo, au cégep de Limoilou, à l'automne 67, il y avait 2 grosses motos sur le parking du cégep. 2 motos qui étaient les frères jumeaux, là. La moto de Steve McQueen dans La Grande Évasion, là, il y en avait 2 comme ça, la mienne et puis celle d'un autre étudiant du cégep qui malheureusement était appelé un destin tragique avec une chute avec sa moto. Dans ce temps-là, on ne portait pas de casque, il ne fallait pas tomber. Et puis voilà, c'était... aujourd'hui, si vous allez au cégep, vous allez voir qu'il y a plus que 2 motos dans le parking. Bon, alors, ça a fait tout un changement comme ça. Du cégep, on est passé à l'Université Laval. L'année où j'étais admis à l'université, on avait une cohorte de 140 étudiants, dont, je dirais, j'ai pas le souvenir exact, là, mais la grande majorité étaient des garçons. On doit avoir à peu près 30 ou 40 filles sur les 140. Toutes des premières de classe, bien sûr. Et puis, après ça, ça a changé au cours des années. Et puis, on a passé au travers d'un cours de médecine qui était, mettons, toujours avec regardé comme nous, comme groupe, comme d'un œil suspect, parce qu'on n'était pas de la formation classique. OK. Et puis, on a quand même, pour moi, beaucoup de plaisir à faire ça. La faculté de médecine, excuse-moi, était au pavillon Vendry à l'époque ou Oui, était dans le... c'était déjà là. OK. Ouais. Depuis quelle année, ça? Je ne pourrais pas dire l'année où est-ce que c'est que la faculté, mais moi, j'étais admis au pavillon Vendry. OK. Puis bon, le pavillon Vendry n'avait pas beaucoup changé sur sa façade depuis ce temps-là. Même les chemins du parking sont encore pareils. De temps en temps, je regarde sur l'asphalte en face de la faculté pour savoir si les taches d'huile de ma moto sont encore là. Alors, essentiellement, donc, on avait eu de belles années avec je me souviens d'un événement amusant que j'avais fait avec Claude Boucher, un de mes confrères de cégep, qui était avec moi à la faculté. On avait fait faire le test de Cooper à l'ensemble de la classe. On l'avait proposé. On avait trouvé un trajet de 2 km sur 2000, en fait, sur le campus. OK. Puis on dit, ceux qui veulent venir, on va vous donner votre classe de forme de Kenneth Cooper, en fait, le test de Cooper. Puis nous, on s'attendait d'avoir sur les 140 peut-être une trentaine qui viennent. Il y en a eu 120. À peu près. En fait, on a été complètement débordés. Alors, mais on a quand même fait ça. Ça a été le premier moment là, où est-ce que c'est qu'on avait eu cette idée que c'était important de garder la forme. Je présume que les gens étaient plus en forme à l'époque ou moins, plus de fumeurs, mais des gens plus minces. Dans l'ensemble, la population était plus mince que sûrement. Et puis, on avait, mettons, des loisirs qui étaient moins centrés sur des activités assises que maintenant. Beaucoup de fumeurs, par contre, j'imagine? Il y avait des fumeurs, mais pas des fumeurs très assidus. Te rappelles-tu si à l'époque, les méfaits de la cigarette, c'était quelque chose qui était de notoriété publique ou les premières études, je ne sais pas si ça avait déjà été fait. Là. J'ai le souvenir que les premières études sur le cancer du poumon, c'était des médecins qui avaient fait ça. Oui, c'était déjà, mettons... Des cohortes de médecins fumeurs. Ça commençait, effectivement, mais il n'y avait pas encore, mettons, de décision de très ferme de prise vis-à-vis là-dessus. Là. Puis,
et le tabagisme était encore, mettons, universel. Puis bon, ben, si on passe, mettons, de la faculté de médecine maintenant à l'entraînement clinique, moi j'avais fait mon stage de clinique à l'hôpital d'Enfants Jésus. Puis bon, ben, après ça, je vais quitter l'Enfant Jésus pour pouvoir aller faire mon externat au CHUL, 72-73. OK. Donc, mais pour les gens qui connaissent le cursus médical, donc c'était 3 ans de préclinique, 2 ans d'externat. On est exactement dans le même modèle? C'est un modèle différent, en fait, parce que nous, on était déjà médecins quand on était résident. OK. Le modèle, c'était, bon, OK, on faisait une 3e année de médecine dans laquelle il y avait des stages cliniques, OK? Puis bon, on faisait toute une année, on n'avait pas de vacances à ce moment-là. OK. Et puis, bon, ben, du stage de préclinique, on passait à l'externat pour faire 12 mois d'externat. OK. L'externat, c'était 6 mois, 3 mois de médecine, 3 mois de chirurgie, puis toutes sortes d'autres affaires. OK. Donc, après 4 ans, vous étiez diplômé. Après 4 ans, on avait le diplôme de médecin, mais il fallait encore faire l'internat. L'internat, c'est ça. Okay. OK. Alors, l'internat, aujourd'hui, ça pourrait correspondre à ce que c'est qui serait la résidence 1. Mais au bout de l'internat, nous, on était des médecins. Exact. Jusque dans les années 80. Ça a été aboli, ça, je pense, en 86, 87, selon moi. Je dirais, oui. Mais disons que il faudrait que je vérifie sur Internet. Là, pour mais je le dis de mémoire parce que mes 2 frères, mon frère aîné, était dans l'une des dernières cohortes qui a fait l'internat, donc... Alors, donc, on devient externe. Moi, j'avais eu, encore une fois, le stage clinique pour apprendre l'anamnèse. À cette époque-là, on se retrouve à l'hôpital de l'Enfant Jésus, puis notre responsable de stage, c'est Jean-Pierre Bouchard, un neurologue émérite, en fait. Mais il commence arrivant de Toronto. Et puis, les malades qu'on nous présente, ce sont les patients qui ont souffert d'ACV dans le territoire sylvien. OK. Pour la plupart, ils ne parlent pas. OK. OK. Alors, donc, c'était assez difficile d'apprendre ce qu'on voulait apprendre en faisant l'anamnèse. Puis bon, anecdote, un matin, j'aurais plutôt dire, ma patiente n'est pas dans le secteur neurologique des ACV. Mais pour faire une histoire... longue, un peu plus courte. La patiente est assise dans une chaise, bien fixée dans sa chaise. Puis bon, ben, je me présente, bonjour, je suis stagiaire Péloquin, on m'a chargé de venir faire votre histoire. Alors là, elle me répond, « Hey, détache-moi donc! » Alors, là, j'essaie d'amadouer la situation, je dis, c'est pour votre sécurité. Voilà, j'étais très, très doucereux, en fait. Et finalement, elle me répète encore de plus en plus fort, « Hey, détache-moi donc », jusqu'à ce que son infirmière arrive. Je me dis, « Voulez-vous bien la laisser tranquille, vous, là? » Alors, là, j'ai fait comme j'ai fait pour avoir un A à ce stage. Je suis allé voir dans le dossier quel était le diagnostic Corey Huntington, regarder l'histoire familiale héréditaire de la bébelle. Ben, je suis rentré... chez moi, non. Je suis allé faire du ski au Mont-Sainte-Anne. Le soir, je me suis installé avec ArcVie. Machine à écrire, feuille de note d'évolution de l'Enfant Jésus, taper l'histoire, antécédent, puis tout le kit à la machine, présenter le lendemain matin. Ça a bien paru. Ça a bien paru. Ah, c'est bon. Alors, finalement, j'ai appris beaucoup, en faisant ça, parce que j'ai lu Harvey au complet. Qui était Harvey? C'était un textbook de médecine. De médecine. Maintenant, l'année suivante, externe, on avait le textbook Harrison. Puis après ça, pour la chirurgie, c'était déjà le début de Schwartz. Puis bon, moi, à la fin de mon externat, vu que je n'étais pas très assidu aux activités d'enseignement, je faisais de la culpabilité. Alors, j'avais passé au travers du textbook de médecine puis du textbook de chirurgie à la fin de mon externat. Il y avait un autre textbook en médecine interne qui était le Cécile de Cécile, mémoire. C'est venu après ça. C'est ça, OK. Puis bon, mais finalement, je les ai encore, en fait, à noter avec un petit crayon de dessinateur .1 mm et puis avec surligneur jaune. Bon. Puis dis-moi, mais qu'est-ce qui t'a amené en chirurgie, finalement, si tu avais peut-être une âme d'interniste? Comment c'est arrivé en chirurgie? Quand je fais mon stage de chirurgie au CHUL avec les chirurgiens qui sont devenus mes amis et mes confrères par la suite,
Un de ceux-là, c'était Raymond Cloutier, qui était le premier chirurgien dédié à la pédiatrie à Québec, premier chirurgien pédiatrique de Québec. Et lui, il faisait des recherches sur la différence d'hypertrophie qu'on retrouve dans l'atrésie intestinale néonatale, puis l'hypertrophie que l'on a dans une occlusion intestinale chez un adulte. OK. Essentiellement, juste pour s'amuser. Pour nos auditeurs non-médecins. Non-médecins, dans l'atrésie néonatale, il y a un trop grand nombre, les cellules se multiplient. OK. Alors donc, c'est une hyperplasie cellulaire, tandis que dans une obstruction intestinale chez un adulte, c'est une hypertrophie cellulaire, comme quelqu'un qui fait de la gonflette. OK. Alors donc, quand on arrête de faire de la gonflette, les muscles tombent, puis ça revient à la normale. Chez l'enfant, l'intestin va désenfler, mais il y a trop de cellules, puis le péristaltisme ne pourra pas devenir étanche. L'intestin va rester pathologique. Pathologique à ce moment-là. Bon. Alors, j'ai commencé comme ça à faire de la chirurgie, voilà ou non. Raymond, il faisait créer des obstructions intestinales chez le chien. J'ai déjà entendu parler de ça. OK, bon, pour pouvoir faire une hypertrophie cellulaire. OK, alors moi, je suis allé avec Raymond une première fois pour aller faire des préparations d'occlusion sur un anse borgne avec Raymond. Quand même. Puis avec son infirmière qui s'appelait Louisette Martin. Elle s'appelle encore Louisette Martin, je pense. Alors, essentiellement, donc, je fais ça avec lui, puis après ça, lui, il était occupé comme chirurgien, il m'a envoyé là-bas, puis je suis allé tout seul, écoute, j'étais externe. Opérer les chiens. Aller opérer les chiens. Pour créer une obstruction. Une anse borgne. OK. Alors, puis c'est comme ça. Après ça, une fois que c'était fait, il fallait compter les cellules chez les bébés, que lui faisait les prélèvements sur les atrésies, puis chez les chiens, qu'on avait fait une hypertrophie pour montrer effectivement par, volume, il y avait plus de cellules hyperplasie cellulaire chez les bébés, puis une hypertrophie seulement chez les chiens en occlusion. Bon. Il comparait quand même deux organismes différents, mais c'était quand même un début. Ça demeure quand même valable aujourd'hui. Quand on fait des atrésies chez des bébés, l'intestin est dilaté comme une espèce de trompette de carnaval. Okay. Puis on enlève une partie de la trompette justement pour l'égaliser, pour que la contraction cellulaire se fasse. Donc, vous sacrifiez de l'intestin sain, si on veut. Okay. Parfois, on peut le faire. D'autres fois, il ne faut pas le faire parce qu'il y en aura il y a un intestin trop court. C'est tout un problème de détail de chirurgien pédiatrique. Ça serait long d'expliquer aujourd'hui. Mais comment j'ai commencé? C'est comme ça. Raymond me dit, par la chirurgie pédiatrique. Voici comment on s'y prend. Il partait, lui, 2 surjets dans le fond sur le méso, puis il faisait le tour. Puis après ça, il faisait un autre surjet par-dessus, double surjet. Puis bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait un anastomose. Une connexion sur l'intestin. 2 surjets qui partent dans le fond puis qui s'en viennent sur le dessus. Écoute, 50 ans plus tard, je fais encore ça. Okay. La première impression est importante. Tout à fait. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. En fait, on ne manque jamais, on n'a jamais la chance de faire 2 fois une bonne première impression. Et voilà. Mais bref, une fois que j'ai fait ça, puis bon, j'ai travaillé avec Raymond, j'ai fait mes stages de chirurgie. Après ça, j'ai repassé pour rencontrer ceux qui m'avaient connu là-bas en chirurgie. Puis il y avait le chef de chirurgie de l'époque qui avait succédé
au premier chef de chirurgie, c'était Louis Levasseur. OK. Puis Louis Levasseur, qui cherchait des résidents pour son programme de chirurgie, me dit, dans un langage québécois non châtié, « Hey, tu devrais donc faire chirurgie. » OK. Moi qui étais complètement, mettons, sans avoir de choix de carrière ni quoi que ce soit, qui faisait la médecine carrément parce que je trouvais ça le fun de faire ça. Puis ma mère n'a jamais réussi à me rendre sérieux. Alors, j'ai dit, bon, ben, c'est une bonne idée, ça. Finalement, après avoir hésité vers la médecine interne, qui me paraissait aussi amusante parce qu'il y avait plusieurs problèmes à résoudre, comme on peut résoudre un sudoku ou un problème de maths en 3 aux échecs. Mais ceci étant dit, ben, c'est comme ça que finalement, après avoir fait mon externat, avoir été faire un bout de mon externat à l'Université libre de Bruxelles, je suis revenu faire mon internat au CHUL, puis là, ben, c'est là que j'ai concrétisé le fait de dire, bon, ben, chirurgie, ça a l'air le fun de faire ça. Te souviens-tu si à l'époque, ben, tu vas t'en souvenir, c'est certain, là, mais est-ce que la chirurgie menait à toutes les autres spécialités ou on pouvait déjà aller en chirurgie ORL, plastie ou autre, comme c'est le cas aujourd'hui, ou chirurgie cardiaque, thoracique, tout ça, c'est clair et net que ça passait par la chirurgie générale, mais les autres spécialités... Oui, on pouvait rentrer directement, mettons, en ortho ou en uro. OK. Bon. Mais inversement, ou en plastie, en fait. Mais inversement, une fois que tu avais fait, mettons, une année ou deux en chirurgie générale, tu aurais pu switcher sur une autre des spécialités sans faire de problème. Non, c'est juste que parfois, je me questionne. Moi, j'ai fait mon externat à Québec, puis je me questionnais toujours comment quelqu'un pouvait être attiré vers l'ophtalmologie. On n'était à peu près pas exposés. Là, les gens qui arrivent qui me disent « Moi, je vais être ophtalmologiste. » Là, je me dis « Mais t'as pris ça où? » Tu comprends? Écoute, alors qu'on était immergés dans la chirurgie générale à l'époque. Je vais te surprendre là-dessus. J'ai eu une copine qui était ophtalmologiste. Bon. Puis elle me confie comme ça dans un moment où on dînait ensemble, disons. Alors, elle me dit qu'elle avait choisi ça parce que dans une expérience de vécu de ses parents à elle avait vu des gens qui mouraient de faim à cause des cataractes. OK. Parce que dans certaines régions du monde, je ne les nommerai pas pour ne pas me retrouver dans des difficultés, là. OK. Bon, ben, on ne nourrissait pas les gens qui devenaient aveugles à cause des cataractes. OK. Alors, opérer les cataractes, qui est une chose qui se fait de façon depuis très, très longtemps, le monde... arabe, puis persique, opérait les cataractes vers l'an 1000. OK. Alors, mais dans d'autres circonstances, dans d'autres régions du monde, on laissait les gens qui étaient devenus aveugles pour cataractes mourir de faim. Okay, alors, donc, elle, par compassion, j'imagine, ou autrement, elle avait eu cette idée de faire cette chirurgie-là. Elle l'a fait. Quand même. Les milieux d'enseignement à Québec, c'était les milieux traditionnels ou pas? Tu parlais du CHUL? Moi, j'ai connu les milieux d'enseignement qui ont migré de programmes hospitaliers à programmes universitaires. OK. Avec, je dirais, celui qui a créé ça à Québec, pour ceux qui connaissent mieux un peu le milieu de Québec, c'est Jean Couture, le professeur Jean Couture. Senior, bien sûr. Alors, essentiellement, moi, j'étais un résident, après avoir été externe, interne, puis résident 1 au CHUL, j'étais... 2, 3, 4, on finissait 4 dans ce temps-là. Alors, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Moi, je suis un produit de l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, donc, essentiellement, les programmes, c'était des programmes hospitaliers. Puis le programme prestigieux, je vais dire ça, là, c'est peut-être pas fin de dire ça, de l'époque, c'était l'Hôtel-Dieu de Québec. Tu étais bien chanceux si tu étais choisi pour aller à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et puis, bon, ben... cette façon-là de gérer le programme universitaire était gouvernée à l'époque par le docteur Jacques Turcot, qui était président neurochirurgien. Donc, c'était un chirurgien général, Turcot. OK. Puis, il était président du Collège Royal, c'est un peu comme Jean Couture a été par la suite, lui aussi. De toute façon, Jean Couture m'avait demandé, lui, ma dernière année de résidence, de venir faire ma dernière année à Saint-Sacrement à cette époque-là, qui était l'échange, où est-ce que c'est que l'Hôtel-Dieu de Québec a cessé d'être le programme le plus prestigieux pour être remplacé par Saint-Sacrement, qui a pris la place d'Hôtel-Dieu avec les années, avec particulièrement, finalement, l'arrivée de le regretté Éric Poulain. Puis bon, ben, mais entre-temps,
Le docteur Couture, lui, a travaillé pour pouvoir faire migrer de ce programme hospitalier à un programme universitaire. Puis là, moi, j'ai eu, un moment un éclipse, où est-ce que j'ai été 2 ans absent de Québec parce que j'ai été faire de la chirurgie générale de campagne à Chandler, en Gaspésie. Seulement 2 ans? Moi, j'étais seulement 2 ans. OK. En fait, pas tout à fait, mais 2 ans maintenant. Puis qu'est-ce qui t'a attiré là, à l'époque? Quand j'ai Une fini autre comme... copine? Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, mais effectivement, quand j'ai fini comme résident 4, j'avais pas d'ambition de faire un post-gradué. OK. Je sais pas si je devrais dire ça, mais j'avais pas beaucoup de respect pour l'idée de faire des post-gradués. Là, les gens vont m'haïr pour ça, mais moi, j'avais beaucoup d'admiration pour les chirurgiens qui faisaient la chirurgie de campagne, puis j'ai trouvé un bien meilleur chirurgien. Faisait de tout, disons. C'est ça, puis je trouvais que beaucoup de gens qui faisaient des post-gradués, ils allaient se cacher là parce qu'ils ne savaient pas opérer. C'est peut-être pas correct de dire ça, là, puis je le regrette. Non, c'est dit. Mais j'étais jeune et inexpérimenté. J'avais pas de vécu. Bon. Mais ceci dit, je suis allé faire... Il y avait pas de poste intéressant à Québec. Puis je dis, il y a des gens qui ont payé des impôts puis des taxes pour que j'ai des études médicales gratuites. Okay. Ces gens-là méritent que quelqu'un de bien entraîné aille les aider où il y en a besoin. Puis trouver... Simplifions, là. J'ai fini par aboutir à Chandler, en Gaspésie. Ce qui n'était pas quand même l'endroit. Écoute, Chandler, à l'époque... Il venait de construire un hôpital neuf. Oui, c'est ça. OK, mais... Il y avait une usine à papier. Il y avait une usine à papier. Qui était la Gaspésia, vraisemblablement. Là. Exactement. C'était la Gaspésia, effectivement. Mais ça, je reviendrai là-dessus, là, c'est intéressant. Mais ceci dit, écoute, je suis allé là avec ma copine, qui était médecine générale. OK. Dans ce temps-là, on passait nos examens à l'automne, puis on passait l'été, mettons, en vacances, à étudier nos examens. Alors moi, j'avais passé l'été aux îles de la Madeleine avec ma copine qui, elle, faisait du CLSC des îles de la Madeleine. Puis finalement, on est reparti de là pour aller à Chandler à l'automne, fin de l'automne. OK. Puis l'installation là-bas, c'était un hôpital neuf. On était 2 chirurgiens, le regretté Nabil Malak et moi. Il n'y avait pas d'autres spécialistes. Il n'y avait pas d'anesthésistes. C'était des médecins de médecine générale qui faisaient l'anesthésie. Puis là, je te vois ouvrir le grand yeux là-dessus, mais là, c'est là que toute la différence entre dedication, comment dire ça en français, le désir de bien faire, puis l'intérêt de faire quelque chose, c'est toute une différence vis-à-vis de quelqu'un qui se dit, qui se fie sur son titre avec son diplôme pour faire la même affaire. Alors, essentiellement, moi, j'avais un aide d'anesthésie là-bas qui était fondé sur des gens qui étaient dédiés à vouloir m'aider avec ça. Et j'avais aussi le médecin de Duplessis. C'est-à-dire? Ouais, c'est une anecdote. Lui s'appelle André Zitrom. Lui, il avait été importé de Hongrie par Maurice Duplessis pour servir de physiologue au sanatorium de Gaspé. On parle de 1957-58. Alors donc, il n'y a plus de tuberculose, il n'y a plus besoin de médecins dans les sanatoriums, mais les politiciens ont déjà promis puis réalisé le sanatorium de Gaspé, mais il faut mettre un médecin dedans, mais il n'y a pas moyen de gagner sa vie aller là. Il n'y a pas de médecin qui veut y aller. Alors Duplessis trouve un physiologue de Hongrie qui a échappé à la Hongrie. C'est pas d'hier qu'il y a des chicanes de ce type-là, comme on en voit maintenant dans cette région-là du monde. Alors lui, André, il est là comme le médecin qui a été importé par Duplessis. Il me raconte plein de choses, mais entre autres, comment il a réussi à avoir son permis de pratique. OK. Alors, évidemment, au Collège des médecins, on dit, mais écoute, il y a quelle formation? Tu sais, on ne veut pas signer n'importe qui comme ça qui va pouvoir faire de la médecine au Québec, etc., etc. Alors là que Zitrom est entre 2 chaises, et le papier arrive sur le bureau de Maurice Duplessis qu'il me raconte. Okay. Maurice Duplessis, ils veulent pas signer. Alors, c'est intéressant. Okay. Mais il dit, je voudrais juste savoir c'est qui veut pas signer. Ça a l'air que le lendemain matin, le papier est arrivé signé. Ah bon. Une autre époque. C'était une autre époque.
Bon, enfin bref, oui, j'avais là-bas, mais c'était la chirurgie générale. Puis Et là, je m'excuse, pour revenir à Maurice Duplessis, je me suis fait raconter une anecdote sur la rive sud de Québec, là, dans l'époque où il était au pouvoir, dans les années 50. Puis les compagnies d'asphalte étaient également les compagnies qui faisaient la neige l'hiver, évidemment. L'histoire veut que les gars qui faisaient de la neige l'hiver, certains rangs à Lévis, les gars n'aimaient pas ça, faire ce rang-là, ou certains rangs, puisqu'à cause du vent, ils devaient repasser 3-4 fois dans la journée, à cause de la poudreuse. Puis là, les employés commençaient à dire à leur patron, on veut pas faire tel contrat dans tel coin. Là. Puis Duplessis gérait tout. Là, donc, le patron en question appelle Duplessis, puis il dit que Maurice, mes gars n'aiment pas trop ça, faire tel secteur à Lévis. Puis Duplessis de répondre, semble-t-il, écoute, tu diras à tes gars que s'ils veulent travailler l'été, il va falloir qu'ils travaillent l'hiver. Ça m'a été raconté par le fils d'un ancien contracteur. C'est tout à fait le style comme je connais Duplessis. Ce qu'on connaît de Duplessis. Exactement. Donc, je t'ai interrompu, je m'excuse. Ben écoute, j'en étais à mon aventure de Chandler, mais sur ça, pour te dire cette aventure de Chandler, de presque... Non, écoute, j'ai commencé en 78, là, alors, j'approche les 50 ans bientôt de chirurgie. Quand même. OK. De toutes ces années-là, les 2 plus belles années que j'ai fait comme chirurgien, c'était mes 2 années de chirurgie générale à Chandler. Incroyable. Parce que c'était vraiment comme ce qui m'avait séduit dans la chirurgie. Au sens que tu rencontres un patient, tu discutes avec lui de son problème, puis là, tu essaies de lui expliquer, puis de t'expliquer à toi-même qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, tu conviens avec lui d'une solution qui lui convient, puis que toi, tu es capable de faire. Puis bon, on s'embarque tous les deux là-dedans, puis après ça, tu sais, avec l'espoir de réussir. Souvent, on réussit, Dieu merci. Puis une fois que tu as réussi, le patient est content de ce que c'est que tu as eu comme succès parce que tu l'as soulagé de son problème. Puis moi-même, comme chirurgien, je suis satisfait d'avoir réussi un bon coup. Petit plaisir, mais c'est comme manger. C'est infiniment renouvelable. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. OK. Mais en quoi est-ce que la pratique universitaire n'est pas comblée ces mêmes besoins-là? Ou, La réponse, oui, jusqu'à un certain point, mais la variété de ce que c'est que je pouvais faire pour pouvoir résoudre des problèmes, c'est bien différent de ce que c'était là-bas, jusqu'à un certain point. Puis bon, la formation a changé aussi. Aujourd'hui, on ne produit plus de chirurgiens comme nous, on était produits. Puis bon, pour moi, je faisais tout, là. À partir, mettons, des bronchoscopies jusqu'aux cystoscopies, à partir des amygdalectomies, les complexes plaques et vis, réduction de fractures, et puis, évidemment, appendicectomie, les choses que je faisais pas.
c'est des choses qui dépassaient ce que le milieu pouvait faire. Exemple, en Gaspésie, dans ce temps-là, on parlait de cigarettes. Bon, ben oui, il y avait... Tout le monde était fumeur. Puis, bon, j'avais toutes les semaines des gens qui s'amenaient parce qu'ils crachaient du sang. Puis bon, je faisais une bronchoscopie, je cherchais la petite plaque blanche dans les branches. Je prenais une bouchée de la petite plaque blanche, puis j'envoyais ça à Gaspé pour la biopsie. Il me répondait, là, OK, c'était un épidermoïde du poumon. Puis là, ben, je l'envoyais, une fois le diagnostic fait, pour la suite du traitement au regretté Jean Deslauriers, dont j'avais été l'élève. Et puis bon, ben, ça c'était pour une chose. Coloscopie, même affaire. C'est bon, ben, là, si je trouvais un cancer, ben, ça c'était dans le bracket de ce qu'on pouvait faire là-bas. Je faisais ça. À un moment donné, je vois un patient avec une achalasie très avancée, avec un œsophage de type sigmoïdien. Bon, mais ça me paraissait dépasser les moyens du milieu. Je l'avais envoyé à Saint-François d'Assise avec un de mes anciens professeurs de gastro, puis c'est le groupe de Saint-François qui s'était occupé de la chirurgie à cette époque-là. On faisait encore de la Rouleau qui l'avait opéré à cette époque-là. Alors, ça faisait partie de ce que qu'était ma vie là-bas, comme chirurgien, puis le plaisir de résoudre des problèmes au mesure que tu rencontrais les patients. Ben, quand je suis revenu ici à Québec, bon, ben, ma pratique a changé. Premièrement, endoscopie digestive basse, à cette époque-là, les gastro-entérologues, c'était une interdiction de faire de la chirurgie formelle. De fait, notre ami Claude Thibault devait venir travailler au CHUL, puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé parce que Omer Gagnon, à l'époque, ne voulait pas absolument qu'un chirurgien général fasse de l'endoscopie. Alors, il est allé travailler, et Dieu merci, ça a bien tourné pour l'ensemble du milieu à Québec. Il a travaillé avec Roger pour faire déjà le début d'un service de chirurgie colon-rectum, ce que mon professeur et ami Louis Dion n'avait pas réussi à faire, même s'il avait tenté le coup. Mais j'ai travaillé en communauté, moi également, là, donc j'ai connu, mais peut-être pas à la même échelle, comment dire, l'amplitude ou le type de pathologie qu'on peut traiter, mais paradoxalement, en étant en ville, avec la surspécialisation, il y a quand même un niveau de satisfaction qui fait que finalement, on réussit à régler des problèmes plus complexes. Et donc, les pathologies sont probablement plus complexes aussi. Les hernies sillonnelles, moi, quand j'étais résident, c'était pas nécessairement des grosses maladies. Là. Les gens étaient minces, il n'y avait pas beaucoup d'hernies. C'était des petites hernies. On réparait ça souvent simplement avec du fil, puis ça tenait quand même régulièrement. Là, aujourd'hui, c'est devenu une spécialité en soi, donc il y a une source de satisfaction différente, peut-être, je sais pas. Ben, la réponse, c'est oui, bien sûr. OK, mais bon, puis pour ça, ben, tu sais, écoute, la pratique a changé. Puis bon, ben, écoute, je réfléchissais à ça, c'est formation, tu sais, chirurgicale. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, quand je regardais la préparation aux examens, okay, mes professeurs, eux, un jour, mon ami Brochu me ramène des questions du Collège Royal auxquelles mes professeurs avaient été soumis. Je t'en nomme une. Qui était Dominique Jean Léry et quelle est l'influence de quel est L-A-R-R-E-Y, Dominique Jean Léry. Okay. Et quelle est son influence dans votre pratique aujourd'hui? Okay. Donc, pour être en nommer plus facile. Mais on ne parle pas du foramen de Larry, là, au niveau du diaphragme. Okay. Non, ben, c'est pas le même gars. Puis, en fait, grossièrement, si tu veux, pour simplifier, le Dominique Jean en question, c'était le médecin-chef des troupes de Napoléon Bonaparte. Et puis, il a inventé l'ambulance légère qui a fait évoluer vers ce qu'on appelle les missions MASH. Puis aujourd'hui, les transports par hélicoptère. Donc, je te résume facilement comment on aurait pu répondre à la question du temps de mes patrons. Moi, les questions auxquelles j'ai été soumise, il y avait la province, le Collège Royal, puis le Collège américain auquel je m'étais présenté à l'époque. Province, ils me disent, entre autres questions, comment on fait une pancréatectomie de Whipple. Collège Royal, comment traiter un mélanome sous un guéal. Américain,
comment traiter une rupture stellaire du lobe droit du foie. Bon. Essentiellement, j'ai choisi ces 3 questions-là auxquelles j'étais réellement soumis parce qu'il n'y a aucune de ces 3 conditions-là que je traite encore. OK, bon. Mais par contre, je n'avais pas eu de questions sur comment on fait de la chirurgie avancée par laparoscopie. Tout à fait. Ce qui représente le plus clair de ma pratique à l'heure actuelle. Bon. Et essentiellement, donc, la préparation de nos étudiants, les questions qu'on fait, quelles sont les questions qu'on propose maintenant à nos étudiants? C'est, pour avoir fait les examens du Collège Royal pendant 8 ans de temps, plus encore même. OK, c'était du genre maintenant, quelles sont les alternatives à une opération pour l'appendice, pour la vésicule, pour la diverticulite? Quels sont les régimes médicamenteux qu'on doit donner à des femmes atteintes d'un cancer du sein pour éviter la chirurgie? Alors, c'est sûr qu'on n'a plus le même genre de personnes qu'on forme à l'heure actuelle, mais c'est toujours la même clientèle, c'est toujours l'élite de nos étudiants qui viennent nous voir, mais on ne les forme pas comme avant. Mais trouves-tu qu'on forme des moins bons chirurgiens? On ne peut pas former des moins bons, on a l'élite des... Mais leur façon dont on leur présente le travail, leur façon dont on les expose. Moi, quand j'étais résident, j'étais plutôt nul en PowerPoint. Mais Dieu merci, j'ai jamais eu de patients qui sont venus avec une tumeur du PowerPoint. Aujourd'hui, les mercredis après-midi, on n'a plus de résidents. Un autre jour de la semaine, ils sont partis pour faire du PowerPoint. Mais je suis pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de patients avec des tumeurs du PowerPoint. Non. Puis bon, mais nous, on passait énormément de temps à la salle d'opération, mais quand je suis arrivé pour pouvoir faire de la chirurgie générale, j'avais un plaisir manifeste à pouvoir faire ce que je savais faire, c'est-à-dire pas juste apprendre une opération par cœur, mais faire une opération. Tout à fait. Dis-moi, puis parle-moi un peu de la chirurgie pédiatrique. Chirurgie pédiatrique, ben écoute, quand j'ai eu cette éclipse de 2 ans là-bas, j'ai eu un appel de Raymond Cloutier qui me disait, ben écoute, là, ça va faire la dévotion en périphérie, là. On aurait besoin d'un chirurgien au CHUL pour hier. Puis bon, ben, j'ai dit, bon, ben oui, ça me rend plaisir d'aller travailler avec vous autres. C'est des gens avec qui j'avais beaucoup apprécié comme professeur. Là. Je me dis, ça va être très appréciable de travailler comme compagnon de travail. Puis je suis arrivé au CHUL, j'ai fait de la chirurgie générale. Je devais aller faire un post-gradué en chirurgie vasculaire. Mais pour simplifier, par le temps que j'aurais pu aller finalement faire de la chirurgie vasculaire comme post-gradué, j'étais déjà chef de chirurgie au CHUL, puis j'avais pris la décision avec le directeur général Brunette qu'on ne ferait plus de chirurgie vasculaire quand John Howard prendrait sa retraite. Alors donc, ça a été la fin du projet. Ça a réglé la question. Ça a réglé la question. Mais parallèlement à ça, comme jeune chirurgien, quand j'ai commencé au CHUL, il y avait 3 chirurgiens qui faisaient la chirurgie pédiatrique. Alors, le professeur Louis Levasseur, qui était chirurgien général, qui faisait chirurgie générale et chirurgie pédiatrique, qui m'avait invité à faire de la chirurgie. Puis paradoxalement, finalement, je fais exactement la même chose que lui faisait il y a 50 ans de ça. Raymond qui faisait que de la chirurgie pédiatrique, et puis Salam Yazbek qui était là aussi comme chirurgien pédiatrique dédié. Et puisque comme jeune chirurgien, dans ce temps-là, pour gagner ta vie, il fallait que tu ailles à la salle d'opération pour opérer, de garde, pas de garde, whatever. Tous les cas de chirurgie pédiatrique, il n'y avait pas de résident senior au CHUL à cette époque-là. C'est moi qui allais assister le chirurgien pédiatrique. Alors, pour Louis Levasseur et Raymond, c'est presque toujours moi qui faisais le cas. Alors, j'ai fait... Là, on est au début des années 80, c'est ça. Moi, j'ai commencé au CHUL le 20 mai 80. Beaucoup de mes résidents qui n'étaient pas au monde quand j'ai commencé. Exactement. Alors, donc, essentiellement, c'est comme ça que je suis devenu chirurgien pédiatrique. Et puis après ça, il y a eu toutes sortes de fluctuations dans le service. Puis pour éviter les ruptures de service,
moi puis d'autres chirurgiens généraux, on a pris la garde de chirurgie pédiatrique parce qu'il faut dire que dans ces années-là, la chirurgie pédiatrique n'existait pas comme spécialité au Québec. C'était chirurgien général, c'était un chirurgien pédiatrique. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Est-ce que je me trompe ou il y avait peut-être plus de pathologies pédiatriques chirurgicales à l'époque? Moins de diagnostics anténataux, plus de natalité? La réponse, c'est oui. La réponse courte, c'est très oui. OK. Parce que, on ne faisait pas d'échographie préalable. Même si l'échographie était faite, elle ne faisait pas d'avortement. Moi, quand j'ai été admis à la faculté de médecine, puis là, ici, je vais scandaliser bien du monde, là, mes professeurs, dont deux étaient le père et l'oncle d'un de mes confrères qui travaille à l'hôpital Laval, nous disaient « Les gars, faites pas d'avortement, c'est un meurtre, vous allez être considérés comme des meurtriers. » Puis qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre Morgan Taylor en prison? Bon, moi, quand j'avais été à l'Université libre de Bruxelles, j'avais été manifesté pour aider, soi-disant, les femmes belges à obtenir l'accès libre à l'avortement. J'ai eu la prudence de ne pas m'en vanter quand je suis revenu à l'Université Laval. Il m'aurait mis dehors. Plus risqué, oui, c'est ça. Mais donc, comme ça, c'est Robert Lee Frost. La vérité, ça s'interprète selon la saveur du jour. Exactement. Alors donc, ça a changé de ce côté-là assez abondamment. Mais bref, oui, on avait beaucoup plus de malformations. Je me souviens que dans mon année, ça c'est avant que moi je commence à faire de la chirurgie pédiatrique comme chirurgien quand j'étais encore résident. J'avais assisté Raymond Cloutier à faire, avec Louis Levasseur, séparer des siamois. Quand même. Bon. Puis après ça, ben oui, il y avait beaucoup de chirurgies plus lourdes qu'on faisait. Le chirurgien général aussi faisait plus de chirurgie variée, comme l'urologie pédiatrique. Essentiellement, il y avait Roméo Charrois qui en faisait, mais était beaucoup partagé avec Raymond, avec Louis Levasseur. Puis moi-même, quand j'en faisais aussi, des extrophies vésicales, j'en ai fait plusieurs. Puis bon, ben aujourd'hui, c'est toutes des choses qui sont dévolues dans d'autres spécialités secondaires. Puis après ça, ben, beaucoup d'enfants, on ne les laisse pas évoluer vers une naissance alors qu'on connaît ces anomalies lourdes là. Exactement. Puis ça a pris combien de temps avant que tu sois un chirurgien pédiatrique autonome? En fait, grossièrement, quand... Ou tu l'as été d'emblée, mais assisté par les collègues, je dirais que quand Salam Yazbek a quitté pour aller à Sainte-Justine, soudainement, de 3 chirurgiens pédiatriques, ils sont tombés à 2 de nouveau. Alors là, moi, j'ai pris la relève. La nécessité crée la fonction. C'est ça, exactement. Okay. J'ai pris la relève en chirurgie pédiatrique. Alors, quand j'étais de garde en adulte, j'étais de garde en pédiatrie. La même chose que pour Louis Levasseur aussi. Il y avait juste Raymond, en fait, qui demandait une couverture. D'accord. Mais dis-moi, ça a pris... c'est quand même intéressant. Ça a pris combien de temps avant que tu te sentes complètement à l'aise en chirurgie pédiatrique comme tu pouvais l'être en chirurgie adulte? À vrai dire... Est-ce qu'il y avait une courbe d'apprentissage ou... Ben, presque toutes les opérations, tu sais, bon, grossièrement, chirurgie pédiatrique, c'est de la chirurgie pédiatrique, c'est en bas de 2 ans. Plus que 2 ans, c'est de la chirurgie adulte chez un patient d'âge pédiatrique. Ça a des choses particulières, importantes, ça aussi, mais essentiellement, c'est pour un chirurgien général
qui a une bonne formation, c'est pas un problème. Ce qui est problème, c'est les adrésies ésophagiennes, les adrésies intestinales, les hernies diaphragmatiques, puis ces anomalies anatomiques sévères qu'on retrouve chez les patients en néonatal. Ça, c'est vraiment de la chirurgie pédiatrique. Mais j'avais fait beaucoup de chirurgie comme ça avec Raymond puis avec Louis Levasseur pendant que j'étais avec eux autres. Puis après ça, quand j'ai commencé aussi, pour les peut-être 3-4 premières années, j'étais tout le temps là pour tout faire ces cas-là. Alors, le jour où est-ce que c'est qu'ils ont dit, bon, écoute, on ne sera pas là pour t'aider, ça n'a pas rien changé. De toute façon, c'était après 3-4 ans, disons? À peu près, je dirais. OK, quand même. Puis, à choisir, si on t'avait donné le choix à l'époque entre chirurgie pédiatrique ou chirurgie adulte, si tu avais dû choisir entre les deux? En fait, dans cette époque-là, avec ce que c'est que ça représentait, puis ce que je faisais comme chirurgien général, c'est sûr que j'aurais probablement voulu garder la chirurgie adulte parce qu'il y avait plus de cas à faire. Mais mettons qu'avec un débit suffisant, puis encore maintenant, la partie de ma pratique qui est la plus variée, c'est la chirurgie pédiatrique, parce que je fais encore de la thoracique pédiatrique, puis je comprends. Ce genre de choses-là. OK. Bon. Dis-moi, tu parlais de Raymond Cloutier tout à l'heure. Est-ce que tu considères que c'est le plus grand ou le mentor le plus significatif? Si c'est un mentor pour toi. Là, La réponse, oui. Il m'a beaucoup guidé pour pouvoir faire de la chirurgie pédiatrique. Mais disons, dans les gens que j'ai voulu imiter, pendant, mettons, je me souviens d'avoir suivi des cours avec... Léo Gauvreau, qui est un infectiologue, on dirait aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était carrément un microbiologiste. Bon, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il était un bel homme, grand, et puis prononçait avec une diction parfaite, et puis une belle organisation dans ses cours, un esprit bien organisé, puis je me disais, c'est un jour, si je pourrais jamais être un homme de grande taille, mais au moins je pourrais avoir... une allure comme ça pour pouvoir... il m'avait, par la suite, quand il était directeur d'infectiologie au CHUL, il m'avait offert de vouloir, pendant mon année d'internat, de devenir un infectiologue. OK. Mais finalement, j'avais fait aussi un petit peu d'infectiologie, virologie avec Hans Wolfgang Ackermann dans mes étés à la faculté. OK. Mais ceci dit, pendant mon entraînement clinique de résident, celui qui m'a influencé le plus, c'est le docteur Louis Chrétien, qui était de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui était lui-même avait eu comme mentor François Roy, qui était le chirurgien préféré des sœurs du temps des sœurs à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis une des choses que j'ai gardées de lui, c'est... tout le monde connaît que je ne travaille qu'avec les ciseaux Mailloux. Alors lui, le docteur Chrétien travaillait toujours avec les ciseaux Mailloux parce que son mentor à lui, François Roy, qui est le grand-oncle de Guy Roy, comme question de fait, donc il travaillait toujours avec les ciseaux Mailloux. Alors, pour des raisons, appelons-les émotionnelles, j'ai toujours ce plaisir de travailler avec les ciseaux Mailloux. Puis plusieurs autres raisons aussi. Il y avait toujours mon admiration pour sa capacité à travailler dans toutes les conditions, aussi bien inflammatoires que non inflammatoires. Puis beaucoup aussi cette confiance qu'il inspirait à ses patients en étant capable de bien expliquer avec des mots que les gens peuvent bien saisir quel était le problème et comment ils s'y prendraient pour le résoudre. Il y a Louis Dionne aussi qui m'a influencé beaucoup, fondateur de la maison Michel Sarrazin. Alors, ce sont ces gens-là qui m'ont influencé pendant ma formation de résident. J'ai travaillé avec Louis Dionne, moi, donc ce qui trahit peut-être mon âge aussi un peu, mais ce qui m'avait impressionné du Dr Dionne, c'est sa connaissance de l'anatomie. Son aisance, notamment dans le cou, les aisselles, donc faire des dissections de l'aisselle pour cancer, pour avoir vu quelques fois, ça semblait d'une facilité déconcertante, je dirais là. Je me souviens, dans le sens que ça me revient tout de suite à l'esprit, il me dit un jour, on faisait une dissection
axillaire d'une patiente qui avait un cancer avancé métastatique. Et puis bon, ben, il me regardait aller puis hésitait un peu. Il me dit, écoute, Jean, si tu ne vois pas la veine, sculpte-la. Alors, il me surveillait. Ah, c'est ça, donc... Travailler avec lui, ça donnait une certaine confiance parce qu'il savait que, bon, moi-même, en tout cas, je me disais, si je fais une erreur, il saura la rattraper. Exactement. C'est un... Mais c'est quoi pour toi un mentor? Tu me cites des... Ben, en réalité, c'est quelqu'un qui, tu sais, en qui tu dirais, bon, ben, premièrement, si j'avais besoin de services d'un médecin, d'un chirurgien, j'aimerais bien choisir celui-là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, tu sais, avoir dans l'ensemble de sa personnalité mettons, une compatibilité des choses que toi-même tu souhaiterais pour toi. Mm-hmm. OK, bon, alors, c'est... il y a des choses qui sont réalisables, d'autres pas. Tu sais. Moi, je parlais de Louis Chrétien tout à l'heure. C'était lui aussi un homme beau, un homme grand, puis qui avait une belle élocution. Alors, moi, je ne me qualifie pas pour toutes ces choses-là, mais quand même, il avait mon admiration pour ça. Puis toi, as-tu, à un certain moment donné dans ta carrière, pris conscience du fait que toi-même, tu étais un mentor pour des résidents? Ou, Ben, puis est-ce que c'est quelque chose auquel tu portais attention, disons? La réponse, pas tant que ça, mais une des choses qui m'a, à un moment donné, fait prendre conscience, comme tu dis, de ça, c'est quand j'ai eu de mes résidents qui se sont achetés des motocyclettes. OK. Puis là, ben, j'ai été comme un peu interloqué parce qu'en me disant, mon Dieu, mais c'est dangereux faire de la moto. Et puis, alors que tu en faisais? Oui, mais moi, mon père m'avait bien averti. Il y a des exploits qu'il ne faut pas faire. Puis fais attention, ça ne tient pas debout tout seul. Attends-toi que ça tombe. Exactement. Puis oui, c'est tombé quelques fois. Puis j'ai essayé de ne pas faire d'exploits qu'il ne fallait pas faire. Exact. Puis j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. Là, j'ai 75 ans, puis je conduis encore des motos. J'ai survécu jusqu'à maintenant. Mais c'est pas toi qui m'avais déjà raconté que tu avais essayé avec ta moto là, en tenant seulement le frein d'en avant ou le frein d'en arrière, en donnant beaucoup de gaz, que tu avais échappé ça, tu étais rentré dans la vitrine d'un dépanneur? Non, est-ce que je rêve? C'est pas toi? C'est pas moi qui ai fait ça, mais tu connais l'histoire? Je connais ce genre de choses, mais ça aurait pu m'arriver. OK. Là, j'ai une copine que j'avais rencontrée pas si longtemps, enfin, un moment déjà, qui était avec moi au cégep, OK, puis on prenait un café ensemble, puis elle me rappelait le temps où est-ce que c'est que je passais devant chez elle, pas loin du cégep de Limoilou, sur la roue arrière de mon BSA. Mm-hmm. Et puis, bon, ben, je me suis souvenu tout à coup qu'effectivement, oui, ça m'est arrivé de me promener sur la roue arrière de ma moto. Alors, quand quelqu'un me double sur l'autoroute avec son moto sur sa seule roue arrière, je ferme les yeux en me disant, bon, j'étais au moins aussi fou que lui. Au moins aussi fou. J'espère qu'il sera aussi chanceux. Exactement. Dis-moi, on va parler un petit peu de politique. Je suis certain que tu aurais des choses à dire, ou que tu auras des choses à dire, mais le système de santé actuel tel qu'on le vit, là, puis là, tu me parles d'une carrière qui aura bientôt 50 ans. Là. Quel regard portes-tu là-dessus? Puis, comme disait Yvon Deschamps dans son spectacle, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben, dans le moment, en fait, je dirais que pour avoir connu des moments où est-ce que c'est que le système était, je dirais, à son meilleur pour les patients et pour les médecins quand j'ai commencé. Mm-hmm. Donc, dans le moment, on s'en va vers où est-ce que le système se détériore aussi bien pour les patients que pour les médecins. Mm-hmm. Puis bon, ben, est-ce que c'est réparable? La réponse, pas facilement, parce qu'il n'y a pas... il y a pas de solution simple. Il y a un jour, j'avais eu la chance d'écouter M. Ryan qui disait « Les frontières entre les pays sont jamais comme une belle ligne droite parce qu'il y a tellement de forces qui s'agissent les unes par rapport aux autres que ça ne peut pas être si harmonieux. » Alors, dans le système de santé à l'heure actuelle, il y a énormément de forces divergentes qui font que
la solution ne pourra pas être simple pour pouvoir que tout le monde soit satisfait en même temps. Mhm. Puis bon, ben, la pire chose que je vois, c'est la croissance des coûts sans qu'il y ait vraiment une croissance de soins, d'accessibilité pour les soins primordiaux. Mhm. Moi, je me souviens d'avoir eu cette... tu sais, comment les systèmes de santé ont commencé. Au Canada, c'est au Manitoba, en fait, parce qu'ils ont dit, bon, ben écoute, comment faire pour sauver les familles de nos agriculteurs ici quand il y a un enfant qui vient au monde et qui est très malade? On ne va pas ruiner toute la famille pour pouvoir ça. On va trouver une façon d'assurer des soins de santé pour pouvoir qu'on puisse... Je me demande si c'était pas en Saskatchewan, mais c'est pas pire, oui, tu as avec probablement raison. Tommy Douglas. Là, donc, Oui, t'es pas mal plus fait avec moi. non, mais ceci les dit, prairies. C'est dans les prairies. Voilà. C'est ça, tout à fait. Ça Mais, va englober. exact. Mais ceci dit, aujourd'hui, les soins de base sont tellement garantis jusqu'à un certain point qu'on a oublié qu'il faut quand même continuer de les assurer. Puis c'est ça qui est le plus important. Parce que là, on paye pour pouvoir assurer des soins, appelons-les plus périphériques. OK. Puis bon, ben, à des coûts de plus en plus élevés, parce que l'industrie veut avoir sa part du gâteau de la poule aux œufs d'or que représente le fait que la population accepte encore que n'épargner aucun frais docteur. Mm-hmm. Alors, chacun veut avoir son morceau, mais je me dis que tôt ou tard, la poule aux œufs d'or ne pourra pas pondre assez d'œufs pour que tout le monde soit satisfait, puis là, il va falloir choisir. Puis je te donne un aspect absurde de ça. Un jour, budget hospitalier, je ne parle pas du gouvernement, du CHUL, Raymond Cloutier se fait dire, ben écoutez, là, l'hyperalimentation, les fins de semaine, il faut faire rentrer un pharmacien pour ça, ça coûte pas mal cher. On peut-tu arrêter l'hyperalimentation des enfants le vendredi à 4 heures puis recommencer le lundi? Raymond, qui avait un caractère un peu bouillant, a sursauté pour dire, oui, mais c'est correct si vous acceptez de ne pas manger du vendredi jusqu'au lundi, vous autres aussi. Alors donc, là, évidemment, ça peut paraître absurde, mais c'est ça qui avait été proposé à Raymond. C'est incroyable. OK. Alors là, dans le moment, j'ai peur qu'on en vienne à ça. C'est parce que de toute façon, dans le moment, l'absurdité est assez universelle dans le monde. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai fait une entrevue avec Marie-Ève Boutillier, une éthicienne de la Cité de la Santé à Montréal, qui a beaucoup travaillé sur les protocoles de triage durant la pandémie. Et je pense que c'est à elle que j'ai posé la question, à savoir est-ce qu'on pourrait en venir dans le système de santé pour des soins électifs à appliquer des programmes de triage qui s'apparentent à ce qu'on a vécu en temps de pandémie. Puis de mémoire, son premier réflexe a été de dire non. Puis je me disais, ça ne m'apparaît pas si impensable si on n'a pas le genre de réflexion auquel tu fais référence en amont, puis qu'on va se retrouver juste au pied du mur devant des situations ou dans un contexte économique qui est intenable. Moi, avec la pandémie, là, je donne un exemple qui frise l'absurdité. On a vu apparaître le petit tube en plastique pour attraper les vapeurs de fumée en laparoscopie. Bon, probablement qu'ils nous vendent le tube 50$ du tube. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, est-ce que il y a déjà quelqu'un qui a attrapé le COVID par les vapeurs de laparoscopie? Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cancer du poumon par les vapeurs de laparoscopie? Ça a l'air de la fumée, mais c'est de l'eau. Mm-hmm. Alors, essentiellement, puis là, ben, c'est périphérique, mais disons, il y a quand même une dépense qu'on a réussi à... qu'il y a quelqu'un qui vend le plastique pour ça. Mm-hmm. OK? Puis que lui a une belle vie quelque part, mais pas dans la salle d'opération. Mm-hmm. Mais on a ajouté ça dans les dépenses qui font que est-ce qu'on va falloir maintenant dire bon on n'opérera plus les fins de semaine pour payer le tube en plastique. Mm-hmm. Alors, ça c'est pour une chose. L'autre chose, ça c'est
la robotique opératoire. Bon, ben, tu sais, il y a toutes sortes d'aspects dans ça, la robotique opératoire. Mais, chose certaine, si on nous dit maintenant, comme au dernier congrès SAGES, bon, ben écoutez, faites pas dernier inguinal si vous ne les faites pas au robot. Ça veut-tu dire qu'il faut acheter un robot pour Montmagny, un robot à Baie-Saint-Paul, un autre à la Malbaie, puis partout? Ou alors, il n'y a plus de chirurgiens qui vont faire des hernies dans ces places-là? Puis, est-ce que c'est correct de faire ça par laparoscopie au robot? Moi, ce que j'entends dire, c'est qu'il y a plusieurs patients qui se sont fait défoncer l'intestin ou brûler l'intestin dans les... puis ça prend une grosse anesthésie pour ça? Puis si tu es obligé de mettre quelqu'un sous anesthésie pour faire une hernie inguinale? Bon, ici, il va être un peu iconoclaste, là, mais si c'est pour ma hernie, pour moi, c'est certain que personne ne va m'endormir, puis c'est certain que personne ne va aller dans mon ventre pour le réparer. Ils vont faire ça sous local par la branche antérieure, parce que ça fait longtemps que je suis dans le business, puis je sais que ça n'a aucun bon sens de faire ça de même. Mais là, je vais me faire assassiner par le budget. Peut-être. Mais dis-moi, penses-tu que les gens dans la société sont suffisamment conscients ou sont même conscients du fait que les dollars qu'on met dans un secteur X du système de santé, tu parlais de soins périphériques, que l'argent que l'on met là, on ne pourra pas le mettre ailleurs? La réponse, ils sont peu conscients de ça. C'est ça. Puis pour un, puis pour deux, ben c'est... j'appellerais ça... ma mère disait « laisse-toi pas embrigader », là, mais c'est la même affaire. Ils se laissent embrigader par ce qu'on appelle la science médicale. Là, okay? Il n'y a pas de science médicale, donc moi, c'est de la liturgie. Là. Pense juste au masque, puis pas de masque de M. Boivin puis de M. Arruda. Okay? Alors donc, essentiellement, on peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi, mais un jour, je regardais le saint du jour. Là, alors, chaque jour, il y a quelqu'un qui est mort, vierge et martyr, pour sa foi. Là. Alors, dans le moment, on est en train de faire des vierges et martyrs avec tous nos résidents pour pouvoir dire il faut mettre des prothèses, il faut faire ça au robot. Puis, tu t'aperçois de ça que finalement, est-ce que le patient a avantage à avoir ça? La réponse, c'est aller dans le ventre comme première intention pour pouvoir faire une hernie inguinale, créer un syndrome adhérentiel. OK, ça me paraît manquer ton serment d'Hippocrate. Puis là, ici, je vais faire scandale, là, mais si c'est pour moi, c'est certain qu'on ne me fait pas faire ça. À suivre. À suivre. Écoute, Jean, ça fait quand même un bon tour d'horizon, donc on a réussi à rentrer ça un peu moins, un peu plus d'une heure. Dis-moi, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon entrevue, donc on termine ça de façon un peu plus relaxe. Donc, je commence par te tendre une baguette et je te laisse changer une chose dans le système de santé par magie aujourd'hui. Tu ferais quoi? Ben, faire une entreprise pour pouvoir faire le même effort d'embrigadement chez les jeunes, que c'est important de remettre en place les valeurs, le désir d'aider et de la compassion. Puis d'étudier avec le patient quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, puis de respecter ça, puis de ne pas s'occuper de savoir s'il y a quelqu'un qui va pouvoir lui vendre un autre morceau de plastique plus cher pour l'en mettre dedans. Le message est lancé. Mais s'il y avait une personne dans le monde que tu pouvais rencontrer, vivante ou décédée, dans ton cas peut-être pour faire un tour de vélo ou prendre un café ou autre? En fait, c'est une question que souvent on se pose ou on est posé. Plus jeune, j'aurais peut-être voulu dire, bon, ben écoute, oui, il y a des gens qui ont des pensées profondes. Là, Érastosthène, l'ancien bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie, qui avait mesuré la circonférence de la Terre 400 ans avant Jésus-Christ. Puis, bon, ben d'autres comme Emmanuel Kant, Einstein. Mais finalement, après avoir lu les 3 livres sur la vie d'Einstein, j'ai retenu au moins une de ses citations, c'est que ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un dont l'esprit est plus limité quelque chose de compliqué parce qu'il ne sera pas capable de le réexpliquer à d'autres après. J'ai fini par comprendre qu'avec un peu plus de vécu, ce sera peut-être pas le meilleur choix d'aller avec ces gens-là, dont la pensée est probablement trop profonde pour moi. Puis finalement, avec ce vécu, puis ma vie de personne indisciplinée et qui aime les loisirs, je me suis dit que vraisemblablement, je devrais faire comme
le président américain John Fitzgerald Kennedy ou encore Arthur Miller ou le gars de baseball Joe DiMaggio. Marilyn Monroe. C'est Marilyn Monroe avec qui je passerais une petite soirée. The Everlasting Beauty of Marilyn. Écoute, je ne l'avais pas vu venir, mais bon choix. Écoute, as-tu une cause qui tient à cœur particulière? La réponse, c'est oui, c'est les saines habitudes de vie. OK. Que je simplifie de la manière suivante, c'est est-ce que je suis capable de maintenir mon poids de cégep? OK. Puis rentrer dans mes vêtements de cégep? La réponse, c'est oui, je pèse le même poids que quand j'étais au cégep, mais il y a plus de gras et moins de muscles, mais quand même, je rentre encore dans mes vêtements de cégep. C'est quand même un bon résultat. OK. Et puis, moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de réussir cet exploit, de garder la forme physique, puis de garder son poids de cégep, s'il était bon dans ce temps-là. Mm-hmm. Pour la plupart, c'est vrai, en tout cas à mon époque. Pourquoi? Parce que c'est la liberté. Mm-hmm. Dans le fait d'être, entre guillemets, en forme, ou du moins d'avoir conservé son poids, puis cette hygiène corporelle de ses années de jeunesse, c'est la liberté que ça donne. Mm-hmm. Puis, il y a un exemple très simple. Je vais chez mon vendeur d'automobile, puis je vois dans la cour, dans le salon plutôt de voitures chic, une McLaren. Je dis, bon, Chevrolet est rendu à vendre du McLaren maintenant. Mm-hmm. On dit, non, c'est le boss qui vend sa McLaren parce que il est plus capable de sortir de dedans quand il est assis. OK. Il peut pas la conduire parce que ses mains passent pas entre sa bedaine puis le volant. Bon. Alors, toute une vie pour pouvoir s'offrir une voiture de rêve, puis le jour où tu l'as, tu peux pas en profiter parce que tu ne fites plus dedans. C'est de ça que je parle, de liberté. Excellent. Donc, moi, j'ai encore ma Corvette, puis je peux encore en montrer, puis bon, Dieu merci. Sans te mettre à quatre pattes? Sans me mettre à quatre pattes. Écoute, c'est une belle façon de conclure, Jean. Donc, merci. Plaisir. À bientôt. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.